Il est 8 heures. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info, le sport et c'est l'heure du bulletin Afrique avec Denise de la Fafiette. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval. Bonjour à tous. Au Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa a officiellement été investi président hier dimanche. Après plusieurs semaines de vives controverses sur les conditions de son élection, le 30 juillet dernier, Emmerson Mnangagwa a prêté serment après la confirmation par la Cour constitutionnelle de sa victoire à l'élection présidentielle. Charles Cablan. La cérémonie d'investiture s'est tenue dans le grand stade de la capitale zimbabwéenne, Harare, en présence de nombreux chefs d'État africains, parmi lesquels Cyril Ramaphosa, le Zambien Edgar Lungu, mais aussi le président rwandais et président en exercice de l'Union africaine, Paul Kagame, ainsi que son voisin de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. Nelson Chamisa, le chef de file de l'opposition, a délibérément boudé la cérémonie de son rival de la présidentielle. La Cour constitutionnelle a rejeté les arguments du parti de Nelson Chamisa, le mouvement pour le changement démocratique, et validé le 24 août dernier la victoire d'Emmerson Mnangagwa. Le candidat de l'opposition avait dénoncé des fraudes lors du scrutin du 30 juillet dont il demandait l'invalidation du résultat. Emmerson Mnangagwa, âgé de 75 ans, a pris la tête du pays en novembre dernier après la démission de Robert Mugabe, lâché par l'armée et son parti, la ZANU-PF, parti toujours au pouvoir. C'est en effet en tant que candidat de la ZANU-PF que l'ancien vice-président a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle avec 50,8% des suffrages contre 44,3% pour son rival Nelson Chamisa. Lors de son discours d'investiture, Emmerson Mnangagwa a promis d'ouvrir une enquête sur la répression totalement inacceptable de la manifestation post-électorale de l'opposition. L'armée avait dispersé ce jour-là la foule, tuant 6 personnes et blessant plusieurs dizaines d'autres. L'accusation et la défense prendront la parole pour la dernière fois à partir de mardi dans le procès de l'ancien chef de guerre congolais Bosco Ntaganda, près de 3 ans après l'ouverture des débats devant la Cour pénale internationale, nous dit Eddy Mosson. Général dans l'armée congolaise de 2007 à 2012, Bosco Ntaganda, né au Rwanda en 1973, a fait ses armes avec le Front patriotique rwandais après avoir vécu dans le Massissi, territoire de la province congolaise du Nord Kivu, où vit une importante communauté rwandophone. Autrefois surnommé Terminator, Ntaganda est accusé d'avoir commandité des meurtres, pillages et viols d'enfants soldats commis par ses troupes en 2002-2003 en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, au cours d'un conflit qui a coûté la vie à plus de 60 000 personnes. L'ex-rebelle qui, selon les ONG, aurait donné les ordres, planifié, programmé les opérations, coordonné la logistique et fourni les armes à ses troupes, avait plaidé non coupable en septembre 2015 des 13 crimes de guerre et 5 crimes contre l'humanité qui lui sont reprochés. Bosco Ntaganda, 44 ans, était le fugitif le plus recherché dans la région des Grands Lacs jusqu'à ce qu'il se rende de manière inopinée en 2013 pour demander son transfert à la CPI. De mardi à jeudi prochain, accusation et défense joueront leur dernière carte avant un jugement qui retiendra l'attention après l'acquittement surprise par la chambre d'appel de la CPI en juin du Congolais Jean-Pierre Bemba, condamné à 18 ans de prison pour des crimes commis par ses troupes en Centrafrique. L'ex-président ghanéen John Dramani Mahama a annoncé sa candidature pour représenter le parti de l'opposition, le National Democratic Congress, à la prochaine élection présidentielle prévue en 2020. Fleur Kofi. J'ai soumis ma lettre au secrétaire général du National Democratic Congress, NDC, confirmant ma décision de briguer la direction du parti pour nous mener vers la victoire en 2020, a annoncé l'ancien chef d'État sur les réseaux sociaux. John Dramani Mahama, âgé de 59 ans, a promis de porter le Ghana plus haut, en modernisant la société et en dynamisant une économie délabrée. J'ai le devoir envers Dieu et mon pays de ramener notre grand parti au gouvernement pour redresser les torts du passé et mettre fin au mécontentement actuel du peuple, a-t-il écrit. L'ancien président devrait disputer la tête du NDC avec au moins 4 autres candidats lors de la primaire du parti prévue entre octobre et novembre. John Dramani Mahama avait été élu président en 2012, mais n'avait pas été reconduit à son poste en 2016 face à Nana Akufo-Addo du New Patriotic Party, NPP.
Il avait notamment perdu l'élection en raison de sa mauvaise gestion économique et des allégations de corruption. L'opposition l'avait accusé d'avoir reçu un véhicule tout-terrain de la part d'un entrepreneur du Burkina Faso en échange de l'attribution de contrats pour la construction d'une route et d'un mur autour de l'ambassade du Ghana à Ouagadougou. Le Ghana est l'une des économies les plus dynamiques en Afrique en 2018, alimentée par une augmentation de la production de pétrole et de gaz. La nation ouest-africaine est également un important producteur d'or et de cacao. Le camp de Soumaïla Cissé a organisé une nouvelle manifestation pour protester contre le résultat plutôt des élections présidentielles maliennes à Bamako. Cette manifestation interdite dans un premier temps aurait finalement été autorisée sans explication et s'est finalement bien déroulée, nous dit Adama Bakayoko. Soumaïla Cissé ne désarme pas. Plus d'1 millier de ses partisans se sont rassemblés samedi matin sur la place de la Liberté à Bamako après une première manifestation dans le centre de la capitale une semaine plus tôt. Ils ont démarré leur marche de contestation des résultats de la présidentielle du 12 août au cri de Ibeka voleur sur le coup de 11 heures avant de se rendre jusqu'à l'esplanade de la Bourse. Les manifestants, encadrés par les forces de sécurité, ont marché pacifiquement sur une dizaine de kilomètres. À l'arrivée, Soumaïla Cissé a dénoncé un président élu par la fraude, le bourrage des urnes et la falsification des résultats. Ses proches assurent qu'ils étaient plus de 5000 à battre le pavé à Bamako. Ils revendiquent également des marches dans d'autres villes du pays ce samedi, notamment à Ségou, Nioro, Gao et Sikasso, mais aussi à l'étranger. Objectif, maintenir la pression sur le camp du président Ibrahim Boubacar Keïta, réélu au second tour avec plus de 67% des suffrages, et ce, malgré le rejet de la plus haute juridiction du pays, des recours de l'opposition pour manque de preuves. Le Soudan du Sud a adopté un budget d'environ 313 milliards de francs CFA pour l'exercice 2018-2019, soit une hausse de 75% des dépenses publiques par rapport au budget précédent. Une décision qui suscite beaucoup de questions tant la situation économique du pays est délicate. Des précisions avec Lydie Kouadou. Le gouvernement sud-soudanais n'a pas dit comment il comptait financer l'explosion de son budget d'environ 313 milliards de francs CFA voté ce 20 août. Pourtant, le ministre des Finances a assuré qu'il serait couvert par les propres ressources du pays sans emprunt. Salvatore Garang Mabiodit a précisé que 40% de la somme servirait à payer les salaires. Or, la majorité des dépenses du Soudan du Sud se font dans le secteur de la défense. Là-dessus, le ministre a seulement reconnu que la paix coûtait cher. L'écrasante majorité des revenus du pays provient du pétrole. Or, selon RFI.net, le gouvernement a annoncé un retour de sa capacité totale de production d'ici la fin 2018, sauf que beaucoup d'infrastructures ont été pillées, endommagées ou fermées dans l'urgence à cause de la guerre. Pour la Banque mondiale, ce budget n'est pas tenable. L'institution pointe une forte inflation, une énorme dette, la menace de sanctions internationales ou encore une croissance négative de 7% l'an dernier. Si le gouvernement compte sur la communauté internationale pour payer la différence, il risque d'être déçu, confie un observateur. Les autorités se raccrochent peut-être sur l'espoir d'un accord de paix dont le texte est en discussion. Mais là encore, l'état des négociations n'inspire pas confiance, rapporte RFI. Et c'est la fin de ce bulletin Afrique sur Radio Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours sur Radio Côte d'Ivoire. L'actualité revient à 9h. Je vous laisse en compagnie de Thierry Angeval. Merci Denise de la Fafiette. Excellente journée à toi.